Alors, on va essayer de passer une soirée agréable. Et je vais reprendre là où j'en étais resté il y a 2 ans, si vous vous souvenez. Voilà. On va reprendre à ce point-là. Vous n'étiez pas là ? Mon désir ce soir, c'est que vous repartiez d'ici transformé par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui en arrivant dans la salle. Mon ambition, c'est que vous ne soyez pas les mêmes demain matin que ce matin. Le message de ma présentation contient dans 9 diapositives, qui sont les 9 dernières, et pourtant j'ai 90 diapositives. Donc, le message essentiel porte sur 10% de ma présentation, et les 90% premiers pourcent et première diapositive consistent simplement à vous remettre en jambes, à vous échauffer, à vous rappeler des souvenirs, à vous remémorer des notions que vous maîtrisez complètement, mais juste pour être sûr qu'on soit bien d'accord. Ça commence bien. Déjà, il faut que vous soyez convaincus qu'au quotidien, vous utilisez les notions bayésiennes. Certains d'entre vous, je l'ai observé aujourd'hui, se servent encore d'appareils photographiques à l'ancienne, avec des films. Lorsque vous achetez, ou lorsque vous achetiez, avant de passer au numérique et à l'image digitale, lorsque vous achetiez un film dans un magasin, qu'alliez-vous demander au marchand ? Une pellicule. De quel type ? Papier ou diapositive ? Ou bien négatif positif. Encore. Quelle spécificité ? Noir et blanc en couleur. Et ensuite, une caractéristique que vous appeliez les ISO ou les ASA, qui déterminaient quoi ? Sensibilité. Ça veut dire quoi ? Si vous avez une pellicule avec un nombre d'ASA très élevé, 800 ASA, ça veut dire que votre pellicule est très sensible. Ça veut dire qu'une petite quantité de lumière viendra facilement imprimer le film. Lorsque vous passez sous un détecteur de sécurité dans un aéroport, vous avez 2 types de douaniers. Vous avez le douanier qui est assis tranquillement, qui a beaucoup d'années de bouteilles, et qui n'a pas tellement envie de s'ennuyer, et qui, pour ne pas être ennuyé, va baisser son potentiomètre au plus bas et laisser passer tous les passagers sans que le détecteur ne bip, sans que l'alarme ne se déclenche. En revanche, vous avez le jeune douanier, fraîchement nommé, qui a envie d'avoir du galon, qui va faire un peu de zèle, qui va s'installer, qui va mettre le potentiomètre au maximum, qui va détecter la moindre parcelle métallique dans les bagages, mais qui du coup va retarder le départ de l'avion. Lorsque le détecteur est mis au plus bas, le détecteur est moins sensible, donc s'il détecte quelque chose, ce sera vraiment quelque chose de sérieux. Il sera donc très spécifique. A l'inverse, le douanier zélé va détecter tout et n'importe quoi, il sera extrêmement sensible, mais en revanche peu spécifique. De la même façon, pour ceux qui vont à la pêche, vous avez des filets de pêche avec des mailles plus ou moins serrées. Si vous voulez pêcher du thon et que vous prenez des mailles très étroites, vous pêcherez certes du thon, mais vous ramasserez des crevettes, des crabes, des algues, tout un tas d'autres choses. Donc vous serez extrêmement sensible. D'accord ? Pareil pour les gens qui manient l'arme à feu, ils ont le choix d'engager un tireur d'élite qui aura une balle et qui visera la balle dans la cible, ou de prendre une mitraillette et d'arroser. Avec la mitraillette, il sera extrêmement sensible mais très peu spécifique. D'accord ? Le tireur d'élite, lui, sera extrêmement spécifique. De la même façon pour un profil de poste. Si vous voulez engager quelqu'un, vous pouvez envoyer un profil de poste dans la presse et demander quelqu'un de nationalité ivoirienne, une femme, âgée de 32 à 33 ans et demi, qui a suivi une école de commerce pendant 3 ans, qui a une expérience de 5 ans dans l'industrie chimique, et qui mesure au moins 1m80, et qui préfère s'habiller en rouge.
Là, vous avez ciblé quelqu'un de très précis. Vous aurez un profil de poste extrêmement spécifique. En revanche, vous n'êtes pas sûr d'avoir la bonne personne, sauf si vous avez volontairement ciblé quelqu'un. D'accord ? Un profil de poste peut être beaucoup plus sensible si vous demandez « je veux quelqu'un de 18 à 65 ans qui sache lire et écrire ». Vous aurez beaucoup de gens. Vous serez extrêmement sensible, mais très peu spécifique. Et de la même façon, en épidémiologie, la définition d'un cas peut être ou très sensible ou très spécifique selon les critères que vous lui attribuez. Donc au quotidien, on se sert en permanence de ce genre de notions. Nous allons essayer d'atteindre ensemble les objectifs suivants. 1. Comprendre et savoir estimer les paramètres de validité intrinsèque. C'est quasiment fait, vous allez voir, c'est élémentaire. Comprendre et savoir estimer les paramètres de validité prédictive, c'est également relativement simple, et là on introduira la notion du théorème de Bayes. Savoir ce que sont les probabilités a priori et les probabilités a posteriori, et du coup les rapports de vraisemblance. Vous verrez qu'on en aura besoin pour la fin et la finalité de cet exposé. En 4, savoir discuter et savoir choisir les meilleures stratégies diagnostiques en fonction des objectifs recherchés. Et enfin, et il sera l'heure d'aller dîner, comprendre le lien entre le théorème de Bayes et la signification statistique. Ce à quoi je veux aboutir, ici est mon propos. Le vocabulaire qu'on va utiliser ce soir contient des synonymes. Lorsque l'on parle de validité, c'est la même chose que de performance, valeur diagnostique ou d'évaluation. Et lorsqu'on parle de test, c'est la même chose que de parler de validité de signes, validité de symptômes, d'examens complémentaires, de systèmes d'alerte. On peut parler de validité de tout un tas de paramètres et d'indicateurs de mesure. Dans le quart d'heure qui va venir, on va imaginer que cette pièce superbe est une bulle artificielle hors du monde et que dans cette bulle, on a la faculté de tout savoir. On a la connaissance. On sait exactement tout ce qui se passe. Et on va décider qu'à gauche de la pièce ici, on va avoir des congélateurs remplis de prélèvements positifs pour certaines maladies, et qu'à droite de la pièce, à droite de l'écran, des congélateurs remplis de prélèvements négatifs vis-à-vis de certaines maladies. Donc on est dans ce monde, d'où le terme de validité intrinsèque. Et la question que l'on se pose dans ce contexte, est-ce qu'un test réagit correctement à la présence ou à l'absence d'une maladie? Pour ce faire, on a besoin d'un certain nombre de paramètres et on va aboutir à un certain nombre de mesures. Le premier paramètre dont on a besoin, c'est de connaître le test de référence, le test standard, qui est généralement le procédé conventionnel utilisé au moment où l'on effectue cette validation du nouveau test, qu'on appelle en anglais le gold standard, la référence en or, qui aboutira comme paramètre à estimer la sensibilité, la spécificité, puis on verra un peu plus tard les rapports de vraisemblance positifs et négatifs. Comment estimez-vous la sensibilité d'un test, sachant que vous êtes dans cette bulle où vous savez tout et vous avez ces congélateurs remplis de sérum positifs, de prélèvements positifs, et ceux-ci remplis de prélèvements négatifs? Quel congélateur allez-vous ouvrir pour estimer la sensibilité de votre nouveau test? De ce côté ou de ce côté? De ce côté. Donc on va ouvrir ce congélateur et rechercher des prélèvements positifs provenant de malades, auxquels on va appliquer le test qui peut être, lui, positif ou négatif. Les prélèvements positifs provenant de malades dont le test est positif, on les appelle les vrais positifs. En revanche, les prélèvements contenant la maladie provenant de malades et dont le test que l'on valide est négatif, on les appelle les faux négatifs. Et l'on estime la sensibilité en calculant le rapport des vrais positifs sur le total, c'est-à-dire vrais positifs plus faux négatifs. La définition ou les définitions de la sensibilité sont multiples, je vous en propose quelques-unes. C'est la capacité du test de donner un résultat positif, on est d'accord? Donner un résultat positif lorsque la maladie est présente. Définition importante parce qu'on va s'en servir tout au long
de la soirée, de la nuit jusqu'à demain matin, c'est la probabilité conditionnelle que le test soit positif lorsque la maladie est présente. Un petit rappel, parce que vous l'avez tous vu déjà, la probabilité conditionnelle, on l'écrit de cette façon, probabilité conditionnelle de A si B, probabilité que A survienne à condition que B soit là. Ici, c'est la probabilité conditionnelle que le test soit positif lorsque la maladie est présente, que le test soit positif si la maladie est présente. Autre définition, on estime la sensibilité par la proportion de résultats positifs lorsque le test est appliqué à des malades. Ou encore, on estime la proportion de malades dont le résultat du test est positif, de façon symétrique, et d'une façon générale, la sensibilité mesure à quel point le test est capable d'identifier les malades. D'identifier les malades dont on sait qu'ils sont malades. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette validité intrinsèque, dans cette bulle dans laquelle nous sommes en possession de la connaissance du statut malade-non malade. La spécificité s'estime de quelle façon? En ouvrant quel congélateur? Ici ou là? Les congélateurs des prélèvements négatifs. On va donc prendre des prélèvements provenant de patients qui n'ont pas la maladie, à qui l'on applique le test, dont le résultat peut être positif ou négatif. Si parmi les prélèvements de non-malades le résultat est négatif, il s'agit de vrai négatif, alors qu'ici il s'agit de faux positif. Et l'on estime la spécificité par le rapport des vrais négatifs sur vrai négatif plus faux positif. Et les définitions que l'on peut donner à la spécificité, de la même façon que pour la sensibilité, c'est la capacité du test de donner un résultat négatif lorsque la maladie est absente. Ou encore, en termes de probabilité conditionnelle, c'est important, probabilité conditionnelle que le test soit négatif, sachant que, si, ou à condition que, la maladie soit absente. Elle est estimée, cette spécificité, par la proportion de résultats négatifs lorsque le test est appliqué à des non-malades, ou par la proportion de non-malades dont le résultat du test est négatif, et finalement la spécificité mesure à quel point le test est capable d'exclure les non-malades, ou d'identifier les non-malades. Vous êtes bien d'accord que nous avons créé ces deux tableaux de façon indépendante. Le choix du nombre de prélèvements pris dans le congélateur de gauche a été arbitraire. On a pu sortir 50, 100, 200, 1000, 3000, 10 000, je ne sais combien de prélèvements pour estimer notre sensibilité. Je vous rappelle que cette sensibilité étant estimée à partir d'un échantillon et d'un certain effectif, il sera rendu sous forme d'un pourcentage encadré d'un intervalle de confiance à 95%. Et cet intervalle de confiance sera d'autant plus étroit que l'effectif que vous aurez pris sera grand. Et l'intervalle de confiance sera d'autant plus large que l'effectif que vous aurez pris sera petit. Le nombre de prélèvements que vous aurez pris pour estimer la sensibilité, donc extrait du congélateur de gauche, par rapport au nombre de prélèvements que vous avez extrait du congélateur de droite, des prélèvements négatifs, est totalement arbitraire. D'accord ? Donc ces deux tableaux sont totalement indépendants. Et pourtant, vous verrez que très souvent, ils vous sont présentés sous forme d'un seul tableau. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux tableaux indépendants ont été fusionnés et regroupés sous forme d'un seul. Mais rappelez-vous bien qu'il s'agit d'une fusion artificielle, d'où la raison de cette barre verticale qui constitue une frontière infranchissable. Jusqu'alors, on a réfléchi et raisonné sur des résultats d'un test dont l'issue est positif ou négatif. Une résultante du test qui est dichotomique, binaire. Exemple, la sérologie de la maladie du poumon de Fermier, faite à l'aide d'une double diffusion, une précipitation, on a un arc, on n'a pas d'arc. Présence, absence. Oui, non, positif, négatif. Très souvent en biologie,
le résultat qu'on mesure n'est pas de nature qualitative, il est le plus souvent de nature quantitative. On se retrouve donc devant une distribution qui pose un certain nombre de problèmes. Mais comme pour tout problème il y a une solution, on va la trouver. Le problème est de choisir le seuil. Prenons l'exemple de la glycémie dans la population de sujets non diabétiques. Voilà ici la distribution de la glycémie dans une population de sujets non diabétiques. La variabilité que nous avons vue il y a 2 ans, vous vous souvenez, la notion de variabilité fait que tous les individus non diabétiques n'ont pas tous la même valeur de la glycémie au même moment, et donc une distribution qui là est représentée sous forme gaussienne. Imaginez que la distribution de la glycémie dans une population de sujets cette fois diabétiques soit représentée ici. D'accord ? La glycémie en ordonnée et la distribution, la glycémie en abscisse et la distribution des effectifs en ordonnée avec les 2 populations non diabétiques. Où est-ce que vous positionneriez le seuil de façon à déterminer, à classer le mieux possible les diabétiques, les non diabétiques à partir de la mesure de leur glycémie? À quel endroit vous seriez tenté de positionner le seuil? Dans l'intervalle entre les deux. D'accord. Effectivement, si on décide que le seuil de la glycémie qui permet d'identifier les diabétiques et les non-diabétiques est ici, à tout coup, devant un résultat de glycémie, vous serez certain de bien classer les sujets en diabétiques et non diabétiques. Or, vous le savez, la biologie n'est pas aussi simple. La réalité, elle est là. La réalité, c'est que la distribution d'une valeur biologique, ici la glycémie, dans les populations de malades et non malades, présente un recouvrement. Et donc, il est maintenant nécessaire de trouver le meilleur seuil pour discriminer les malades et non malades. Plusieurs possibilités. Si vous mettez le seuil ici, que représentent les individus en vert dont la valeur se trouve en dessous du seuil. Ils sont non malades et ils ont une glycémie en dessous du seuil. Ce sont les vrais où vous ne connaissez pas le contenu de vos congélateurs. Vous faites le prélèvement d'un individu, vous ne savez pas si cet individu est porteur ou non de la maladie. Vous recevez un patient en consultation, le diagnostic n'est pas inscrit sur son front, malheureusement. C'est à vous de le trouver. Donc on est maintenant dans le monde réel et on parle de validité donc extrinsèque, à l'extérieur. La question qui se pose maintenant est tout à fait différente de la première. C'est la suivante. Un test est-il un bon indicateur de la présence ou non de la maladie? Autrement dit, le résultat positif d'un test correspond-il vraiment à une probabilité élevée d'être affecté par la maladie, ou au contraire, le résultat négatif d'un test correspond-il vraiment à une probabilité élevée de ne pas être affecté par cette maladie? Ou encore, autre façon de poser la question de la validité prédictive, quelle est l'aptitude d'un test à reconnaître les malades et les non malades? Je prélève monsieur pour à la recherche d'une certaine pathologie, je ne sais pas s'il est malade ou non malade. Ce que je veux savoir, c'est devant un résultat qui me reviendra négatif, quelle est la probabilité qu'il soit vraiment exempt de la maladie? Les paramètres extrinsèques sont la validité prédictive positive d'un test positif, la validité prédictive négative d'un test négatif, et on verra bien évidemment, et c'est toute la magie du révérend père Thomas Dye, de nous apprendre que ces validités, ces valeurs prédictives et négatives dépendent essentiellement du taux de prévalence de la maladie dans la population à laquelle appartient le sujet que vous examinez. Et nous verrons bien évidemment aussi que ces valeurs prédictives dépendent aussi des paramètres de validité intrinsèques que sont la sensibilité, la spécificité ou globalement l'indice de Youdet. Comment peut-on définir les valeurs prédictives? D'abord, la valeur prédictive positive d'un test positif.
Elle mesure la probabilité conditionnelle, je vous rappelle, probabilité conditionnelle, que la maladie soit présente si le test est positif. Probabilité conditionnelle que la maladie soit présente si le test est positif. Ce qui signifie, devant un résultat positif, quelle est la probabilité que le patient ait la maladie? Alors que tout à l'heure, on discutait dans le sens inverse. Quelle était la probabilité que le test soit positif, sachant que le patient était malade? Cette valeur prédictive positive d'un test positif est estimée par la proportion de malades chez les positifs au test. Retenez, on le verra tout à l'heure. Proportion de malades chez ceux dont le test est positif. La valeur prédictive négative d'un test négatif, elle mesure la probabilité conditionnelle que la maladie soit absente si le test est négatif. Maladie absente si le test est négatif. Ici, nous avons la valeur prédictive positive d'un test positif. Ici, la valeur prédictive négative d'un test négatif. Vous me suivez toujours? Vous êtes OK? Ou KO? OK? C'est mieux. Autrement dit, la valeur prédictive négative est estimée par la proportion de sujets sains parmi ceux dont le test est négatif. Comment la calcule-t-on? Très simplement, sans aucune formule, sans aucune calculatrice, sans aucun ordinateur, juste à la main. En imaginant que nous fassions une enquête transversale en population. La population dans le temps, c'est ça, puis on fait l'enquête transversale. On coupe le saucisson dans la tranche et on regarde l'allure de la tranche du saucisson. Lorsqu'on fait une enquête transversale, à un moment donné, on va obtenir une certaine proportion d'individus qui ont la maladie contre ceux qui n'ont pas la maladie. Comment s'appelle cette proportion d'individus qui ont la maladie? C'est le taux de prévalence. Prenons un exemple de 10 000 individus. Imaginez que le taux de prévalence soit de 10%. Vous aurez ici 10% qui ont la maladie. 10% de 10 000. 1000. 1000 individus ici qui représentent la prévalence et dont le rapport 1000 sur 10 000 est le taux de prévalence, vous permet de déduire qu'il y a combien de non-malades? 9000. La grande différence fondamentale avec tout à l'heure, où on avait extrait un certain échantillon de notre congélateur de gauche avec un certain effectif, et choisi un autre effectif dans notre congélateur de droite, mais de façon arbitraire, et pour lesquels les deux effectifs n'avaient rien à voir, étaient totalement indépendants. On les a fusionnés artificiellement pour des commodités de présentation. Ici, le ratio entre les malades et les non-malades, il est dicté par la biologie, par l'épidémiologie. C'est le taux de prévalence naturel de la maladie dans la population qui vous donnera cette répartition entre malades et non-malades. D'accord? Imaginez que le test que vous utilisiez soit sensible à 90% et spécifique à 80%. Comment allez-vous compléter ce tableau? Si la sensibilité est de 90%, la sensibilité, elle s'applique sur cette colonne ici, sur la colonne des malades. 90% de 1000 sont positifs au test. D'accord? Nous avons donc 900 ici. Donc par déduction, 100 qui sont des faux négatifs. Et la spécificité s'applique à la colonne de droite, elle s'applique aux non-malades. 80% des 9000 sont négatifs au test, 8 x 9, donc 7200, et ici, par déduction, 1800. On a complété notre tableau, que l'on a complété grâce à quoi? Tout d'abord, grâce au taux de prévalence de la maladie dans la population, puis grâce aux paramètres de validité intrinsèque que sont la sensibilité et la spécificité. Mais encore une fois, le rapport entre ces deux colonnes,
est déterminée, dictée par l'épidémiologie de la maladie dans la population. Donc du coup, vous n'avez plus de barrière infranchissable ici. Vous avez parfaitement le droit d'interpréter votre tableau dans l'autre sens. Et regardez ici ce que ça donne comme total. 1800 plus 900, 2007, 7002 plus 100, 7003. Quelle est la définition de la valeur prédictive positive? C'est la probabilité conditionnelle d'être malade lorsque le test est positif. Imaginez que maintenant, encore une fois, on ne connaît pas, on n'est plus dans le monde virtuel de la validité intrinsèque, on est dans le monde réel, on ne connaît pas le statut du patient. Simplement, on connaît le résultat de son test. C'est comme si on était positionné ici, dans ce sens-là, avec le regard là, et on sait que le résultat du test, il est ou positif ou négatif. Et basé sur ce résultat, on essaye d'extrapoler et de savoir quelle est la probabilité que devant ce résultat positif, qu'il ait vraiment la maladie, et que devant ce résultat négatif, il n'ait vraiment pas la maladie. C'est ça la question posée de la validité de la valeur prédictive. Donc ici, la valeur prédictive positive, donc le fait d'être malade d'un test positif, c'est bien 900 divisé par 2700. C'est la valeur prédictive positive, du test positif. La valeur prédictive négative du test négatif, c'est bien le rapport des non malades parmi ceux dont le test est négatif. Probabilité conditionnelle de ne pas être malade lorsque le test est négatif. 7200 sur 7300. D'accord? Voilà comment recalculer par vous-même, à l'aide d'une étude transversale en population virtuelle. Donc, si c'est virtuel, d'un calcul empirique par simulation, ce que l'on vient de faire. Vous imaginez une population de 10 000, c'est un chiffre facile à utiliser, vous appliquez votre taux de prévalence, puis vos paramètres de validité intrinsèque, et vous recalculez vos valeurs prédictives, positives et négatives. Ce que Thomas Bay nous a enseigné, c'est que sur la base de sa formule, qui est la suivante, qui dit que la probabilité conditionnelle de B si A est égale à la probabilité conditionnelle de B que multiplie la probabilité conditionnelle de A si B divisé par la probabilité conditionnelle de A, de cette formule, il a élaboré son théorème qui est le suivant. La probabilité de B si A vaut ceci. Reprenons. La valeur prédictive positive, on va la marquer. La valeur prédictive positive d'un test positif, on a dit que c'était la probabilité conditionnelle d'être malade si le test était positif, c'est cela? Oui? Vous êtes déjà endormi? Presque? Pascal, ça va? Probabilité d'être malade si le test est positif. C'est égal à la probabilité de B, la probabilité d'être malade. C'est quoi la probabilité d'être malade? C'est le taux de prévalence. La probabilité que le test soit positif si on est malade, c'est quoi? C'est la sensibilité. Divisé par le même terme, plus la probabilité de ne pas être malade, c'est quoi? De ne pas être malade. 1 moins le taux de prévalence, que multiplie la probabilité que le test soit positif si l'on n'est pas malade. La probabilité que le test soit positif si on n'est pas malade, c'est 1 moins la spécificité. D'accord? Et vous faites la même chose pour la valeur prédictive négative et vous aboutissez à ces fameuses formules des valeurs prédictives basées sur le théorème de Bay qui disent que la valeur prédictive positive d'un test positif c'est égal à la sensibilité du test que multiplie le taux de prévalence sur la sensibilité par le taux de prévalence plus 1 moins spécificité par 1 moins le taux de prévalence. Et ceci exprime quoi? Que la valeur prédictive positive est très sensible d'une part au taux de prévalence et d'une part à la sensibilité. La valeur prédictive positive augmentera avec le taux de prévalence. Le taux de prévalence c'est quoi? C'est en fait le taux de prévalence estimé de la maladie que vous recherchez dans la population ou dans la sous-population à laquelle appartient le sujet que vous testez. Et toute la difficulté consiste à estimer
le taux de prévalence de la population à laquelle se réfère le patient que vous examinez et que vous testez. Petit exercice, comme je sais que vous êtes très forts en calcul les uns et les autres, hein, sensibilité 90%, spécificité 80%. Petit exercice qui montre que les valeurs prédictives positives et négatives vont dépendre du taux de prévalence. C'est une notion et un concept qui est absolument pas intuitif, loin de là. Quelque chose d'assez surprenant. Si vous utilisez le même kit, le même test, fourni par le même fournisseur, le même fabricant, dans les mêmes conditions, dans un contexte de santé publique où le taux de prévalence est assez faible, il peut être beaucoup plus faible que 10%, ou dans un contexte de services de soins généraux, avec par exemple ici un exemple à 50%, ou dans un contexte de soins très spécialisés où la probabilité que la maladie soit présente dans la population est très élevée, 90%, vous aurez des valeurs prédictives, positives, négatives, différentes. Alors je ne sais pas si certains ont déjà calculé, en santé publique, quelqu'un aurait déjà calculé les valeurs prédictives positives et négatives avec ce test-là? Oui, Edith? C'est combien? Bravo. Bravo, bravo. Mais en soins généraux, on va peut-être le marquer, alors 33,3 et 98,6, c'est ça? Bravo. Alors ça veut dire quoi ça? Dans ce contexte-là, que signifie qu'une valeur prédictive positive vaut 33%? Ça s'interprète de la façon suivante. Vous faites un test à un individu, dont vous savez qu'il appartient à une population parmi laquelle le taux de prévalence est de 10%. Le résultat de ce test est positif. Vous recevez le patient en consultation avec ce résultat. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez le résultat, vous lui dites monsieur, vous avez la maladie, puisque votre résultat est négatif, merci, ou pas, hein? Sachant que, si vous lui donnez le résultat, vous n'avez qu'une chance sur 3 qu'il ait vraiment la maladie. Il a certes un résultat du test positif, mais sa valeur prédictive positive, qu'il soit vraiment malade, n'est que de 33,3%. En revanche, si son résultat est négatif, vous êtes beaucoup plus confiant, vous avez 98,6% de chance qu'ayant un résultat négatif, il n'ait effectivement pas la maladie. D'accord? Alors qui aurait calculé pour les soins généraux 50% de taux de prévalence? Ouais. C'est ça? Parfait. Donc là, ça veut dire quoi? Que dans un contexte où le taux de prévalence est beaucoup plus élevé, la valeur prédictive a soudainement augmenté. Mais la valeur prédictive négative a un peu diminué. D'accord? Quelqu'un aurait calculé pour en service spécialisé, en taux de prévalence 90%? La valeur prédictive positive serait de 97,6%. Ouais. Et la valeur prédictive négative serait de 47,1%. C'est de bons matheux, vous, hein? Donc 97,6 et 47,1. Ça veut dire que dans un contexte où le taux de prévalence est très élevé, par exemple un contexte épidémique, prenons l'exemple de l'épidémie de chikungunya à La Réunion en février-mars dernier, contexte épidémique par exemple, devant un résultat positif, vous êtes très confiant pour déclarer au patient qu'il a vraiment la maladie. La probabilité qu'il ait la maladie devant un test positif est très élevée. En revanche, la probabilité qu'il n'ait pas la maladie devant un test négatif est assez faible. Donc méfiez-vous de la VPN dans ce contexte. Merci aux mathématiciens. Donc on peut faire un petit schéma de cette façon, dire que la valeur prédictive positive, si on la met en Y1 ici, elle va augmenter assez rapidement en fonction du taux de prévalence, de cette façon-là, puis se stabiliser. Ça c'est la VPP. Alors que la valeur prédictive négative, en fonction du taux de prévalence, elle va évoluer de façon tout à fait différente de cette façon-là.
en fonction, encore une fois, du taux de prévalence, ici, que l'on a fait varier de 0 à 100%. Alors, un indice de synthèse global au niveau prédictif, c'est ce qu'on appelle l'efficience d'un test, l'exactitude d'un test, l'indice E, cette fois, qui vous donne le pourcentage de bien classés, c'est-à-dire vrai positif plus vrai négatif sur l'ensemble, qui vous donne un indice global de votre test, qui est l'indice E. A-t-on répondu au deuxième objectif? Troisième. Que sont les probabilités a priori et a posteriori et les rapports de vraisemblance correspondants? C'est simple. La probabilité a priori c'est avant. C'est la probabilité d'existence de la maladie avant le résultat du test. Vous recevez un patient, vous avez déjà une idée, si c'est un jeune enfant qui a quelques nausées, qui a la langue faburale, qui a une fébricule, qui a une petite douleur abdominale ou épigastrique, qui n'a jamais été opéré de l'appendicite, il y a une probabilité qui est d'une certaine valeur qu'il ait une appendicite. Donc probabilité d'existence de la maladie avant le résultat du test, avant l'examen clinique, fonction de ce contexte clinique et épidémiologique. C'est ce qu'on appelle la probabilité a priori ou encore probabilité pré-test. Alors que la probabilité a posteriori, c'est bien sûr, elle représente la situation après que le test soit effectué, sachant qu'un test qui sera positif devrait, logiquement, s'il est bon, augmenter la probabilité d'existence de la maladie et qu'un test négatif devrait diminuer la probabilité d'existence de la maladie, ce qu'on appelle la probabilité post-test. Eh bien, en termes de vraisemblance, juste vous rappeler ce que c'est que la vraisemblance, elle peut être exprimée en termes de probabilité ou de cote. La probabilité, c'est ce que vous connaissez tous, vous lancez le dé, vous essayez de voir quelle est la probabilité, ou une pièce, probabilité qu'elle tombe sur pile ou sur face. Donc la probabilité qu'un événement se réalise, c'est la proportion de fois où l'on s'attend à voir cet événement se réaliser au cours de plusieurs essais, et donc cette probabilité varie de 0 à 1, 0% à 100%. Alors que la cote, elle est définie comme la probabilité que l'événement se produise, divisée par la probabilité que l'événement ne se produise pas. Si certains jouent au PMU, la cote d'un cheval, 10 contre 1, c'est 10 chances qu'il gagne, une chance qu'il ne gagne pas. D'accord ? Et la cote, elle varie de 0 à l'infini. On peut faire une conversion de la cote à la probabilité. La cote, c'est la probabilité sur 1 moins la probabilité, et la probabilité, c'est la cote sur 1 plus la cote. Le rapport de vraisemblance positive, dont vous avez sûrement entendu parler, peut-être plus en anglais qu'en français, qu'on appelle le likelihood ratio, donc le positive likelihood ratio, le LR+, ce rapport de vraisemblance positive, il dit quoi? Il exprime la quantité par laquelle il faut multiplier la cote avant le test pour obtenir la cote après le test. Et bien sûr, ce rapport de vraisemblance positive porte sur les sujets pour lesquels le résultat du test est positif. Bien, encore une fois, c'est le likelihood ratio positif, positive likelihood ratio, c'est le rapport de la cote post-test sur la cote pré-test. C'est la valeur, le coefficient par lequel il faut multiplier la cote pré-test pour obtenir la cote post-test. Et ça se calcule très facilement, puisque c'est pour les sujets positifs, la cote pré-test, post-test divisée par la cote post-test pour les sujets positifs, finalement c'est la sensibilité divisée par 1 moins la spécificité. Donc on se résume, le rapport de vraisemblance positif, c'est la quantité par laquelle il faut multiplier la cote pré-test pour obtenir la cote post-test, pour les sujets positifs au test, et c'est le rapport de la sensibilité sur 1 moins la spécificité. De la même façon, le rapport de vraisemblance négatif, le negative likelihood ratio, que certains d'entre vous ont dû déjà voir, ceux qui font des analyses multivariées, des régressions logistiques en particulier. Dans la procédure d'analyse en régression logistique, on est toujours amené à étudier ce likelihood ratio et on fait un test sur le likelihood ratio. Ce rapport de vraisemblance négatif, c'est la quantité par laquelle il faut multiplier la cote pré-test pour obtenir la cote post-test lorsque le résultat du test est négatif, et c'est le rapport post-test sur cote pré-test qui est finalement jamais que
1 moins la sensibilité sur la spécificité. Voilà, rapidement brossé les notions de probabilité a priori, a posteriori et de rapport de vraisemblance dont on va avoir besoin tout de suite. Juste après, cette discussion sur le choix des meilleures stratégies en fonction des objectifs recherchés. Pour faire simple, on a deux types de stratégies lorsque l'on a plusieurs tests à nos dispositions. On a la stratégie d'effectuer les tests ou les examens complémentaires, qui peuvent être des radiographies, des scanners, des électroencéphalographies, des endoscopies, etc., pas nécessairement des tests que biologiques, ou bien on les applique en même temps, indépendamment les uns des autres, donc en parallèle, et on obtient à ce moment-là ce type de schéma. Test A, test B menés en parallèle, avec des résultats qui peuvent être positifs ou négatifs l'un ou l'autre. Et on a différentes combinaisons. On s'intéressera bien sûr aux combinaisons non dissociées, combinaisons cohérentes entre les deux tests. Alors, pour les matheux, là, je ne sais pas s'il y en a encore d'autres, petit calcul, le test A a une sensibilité de 90%, spécificité 80, le test B, sensibilité 70, spécificité 60, pour un taux de prévalence de 10%. On l'a vu déjà tout à l'heure pour le test A, quelles sont les valeurs prédictives positives et négatives du test A? Quelqu'un a fait le calcul? 33,3, ouais. On reviendra là-dessus. Et puis, pour le TB, et TA et TB combinés, quelqu'un, le TA-TB combiné? Non? Personne n'a calculé? Non? 47%? Là, et ici, VPN? C'est long à calculer, c'est pour ça qu'il... Pardon? Alors, il y a deux façons de faire. La première, c'est de reprendre notre formule de Bayes, combinée avec deux tests en parallèle. Ça se fait. Le calcul est un petit peu plus compliqué, on peut le faire avec n tests. Vous faites ça sur votre calculatrice, vous la programmez, et vous avez la formule de Bayes appliquée à la valeur prédictive pour n tests. 2, 3, 4, 5, autant de tests que vous voulez. Donc vous avez cette formule pour deux tests, en VPN, en VPP, qui vous donne les résultats suivants, ce que vous avez calculé. Donc vous pouvez le faire ou bien avec le calcul, ou bien en reconstituant vos tableaux. Donc vous avez pour le test A une valeur prédictive positive de 33,3 VPN de 98,6. Le test B indépendamment seul 16,3 94,7. Et en combinant les deux, TA plus TB plus valeur prédictive positive 46,7, donc meilleure que chacune des deux. TA moins TB moins, les deux négatifs, ont tous les deux une valeur prédictive négative également meilleure que les deux réunis. Donc vous avez toujours intérêt à combiner les deux examens, si vous en avez deux. Le problème, c'est que ça peut générer un coût, parce que vous pouvez aussi avoir 3, puis 4, puis 5, et pourquoi s'arrêter? Ce calcul n'est possible que dans le contexte d'une indépendance totale entre les deux tests. Il faut absolument que le test A et le test B soient indépendants l'un de l'autre, que les résultats ne dépendent pas l'un de l'autre. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc lorsque les deux tests sont positifs, en cas de test en parallèle, la VPP est améliorée, et lorsque les deux tests sont négatifs, la VPN est également améliorée de son côté. Et ce est applicable à autant de tests que vous voulez. Le plus souvent, on essaye d'avoir une stratégie un peu plus équilibrée et un peu plus rationnelle, qui consiste à utiliser les tests en série. Les tests en série consistent à commencer par un premier test, A, auquel on appliquera ensuite le test B que si le résultat du A est ou positif ou négatif, selon la stratégie que l'on adopte, selon que l'on est orienté vers une stratégie de diagnostic ou une stratégie de dépistage. Imaginons qu'on soit dans une stratégie de diagnostic, on appliquera le test B que si le test A est positif et on cherchera à avoir le résultat du test B positif. Que se passe-t-il à ce niveau-là? Vous avez un test A dont on a vu qu'il était très sensible, 90%, en tout cas plus sensible que le test B. Lorsque vous avez passé au crible votre population au test A,
et que vous ne gardez ici que ceux qui sont positifs pour le test A. Que s'est-il passé dans cette sous-population d'individus dont le test A est positif? Vous avez augmenté artificiellement le taux de prévalence de la maladie dans cette sous-population. Il est évident que vous avez plus d'individus malades parmi ceux dont le test est positif qu'au départ dans la population testée. En augmentant votre taux de prévalence, vous avez vu tout à l'heure que vous pouvez à ce moment-là appliquer un test plus spécifique et avoir au mieux une meilleure valeur prédictive positive. Et de la même façon, si vous choisissez une stratégie de dépistage, vous allez sélectionner la sous-population négative au test A, auquel vous allez appliquer le test B. Que se passe-t-il dans cette sous-population? Vous avez artificiellement diminué le taux de prévalence. Donc maintenant, vous allez travailler sur une population à un très faible taux de prévalence, auquel vous allez appliquer le test B, pour lequel vous attarderez aux résultats négatifs. Donc voilà l'intérêt et la stratégie des tests en série, c'est de modifier artificiellement le taux de prévalence pour le présenter à un test secondaire ou un test tertiaire ou quaternaire. Exemple, nos deux mêmes tests, sensibilité et spécificité, vous connaissez déjà, même taux de prévalence au départ, on connaît les résultats ici, 33,3, 98,6, eh bien, pardon pour ceux qui avaient déjà calculé, la valeur prédictive positive d'un test B positif, si le test A était positif, est de 47%, et pareil pour ici, on retrouve les mêmes chiffres, sauf que on n'a travaillé que sur une partie de notre population, on n'a pas appliqué notre test B à la totalité de la population pour rien, d'accord? Et encore une fois, comme je vous le disais, l'application du test A va modifier la probabilité, le taux de prévalence pour la sous-population, donc va modifier finalement et augmenter, enfin modifier selon le cas où on se place en positif ou en négatif, la probabilité pré-test B, ou la cote pré-test B. D'accord? Exemple, la sérologie de la cysticercose, que certains parmi vous connaissent bien. On commence par un test ELISA. Généralement, les tests ELISA sont conçus pour être particulièrement sensibles, donc générant peut-être une grande proportion de faux positifs, d'accord? Mais c'est pas grave, on ne s'arrête pas au test ELISA, on retient que ceux qui sont positifs au test ELISA, dont un certain nombre par excès, on le sait déjà, mais on est sûr d'avoir au moins tous les malades, plus quelques autres. Donc on concentre notre taux de prévalence, on augmente notre probabilité pré-test suivant, le test suivant étant le Western blot, qui est un test plus lourd, plus cher, que l'on n'appliquera qu'à ceux pour lesquels le test ELISA est positif. D'accord? Alors là, des combinaisons différentes. La sérologie de la dystomatose, ce sont d'abord deux tests en parallèle, puis une combinaison avec un test en série. Là, encore un peu plus compliqué, et puis encore plus compliqué. Vous voyez? Deux tests en série, en parallèle, suivi ici d'un test, de deux tests en série, puis ici d'un troisième, puis des combinaisons d'interprétation extrêmement complexes. Et puis le plus complexe, c'est ce qui se fait aujourd'hui en France, en tout cas en matière de sérologie de la toxoplasmose, où il y a près d'une dizaine de techniques qui sont appliquées à chaque sérum, et pour lesquelles je serais absolument incapable de calculer les valeurs prédictives, positives et négatives, in fine. Tellement le schéma est complexe. Donc encore une fois, le choix de la stratégie des tests dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez, d'un contexte de diagnostic ou d'un contexte de dépistage, sachant que dans un contexte diagnostique, on est dans un milieu clinique, donc avec un taux de prévalence plutôt élevé, on veut réduire le nombre de faux positifs qui posent des problèmes, c'est eux qui posent des problèmes, les faux positifs, on va donc augmenter la spécificité pour réduire les faux positifs. Alors que dans un contexte de dépistage, transfusion sanguine par exemple, le taux de prévalence des maladies recherchées est très faible, on a un très grand nombre de faux positifs parce qu'on a des tests extrêmement sensibles, on va donc augmenter la spécificité. Pour ce faire, pour augmenter la spécificité, on va augmenter la prévalence en ciblant sur des groupes à risque. À quoi sert de cibler du dépistage sur des groupes à risque? Simplement parce que la définition d'un groupe à risque, c'est un groupe chez lequel le taux de prévalence pré-test attendu
est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Et du coup, vos valeurs prédictives en seront améliorées. Finalement, pour conclure cette partie, et uniquement cette partie, une analyse décisionnelle, elle tiendra compte bien sûr de vos mesures de paramètres de validité intrinsèque, sensibilité, spécificité, indice de Youden. Elle tiendra compte de vos paramètres de validité prédictive, valeurs prédictives positives, valeurs prédictives négatives, mais ça ne suffit pas. Il faut bien comprendre que la décision, en termes de décideurs techniques ou politiques, elle dépendra de santé publique, elle dépendra de la fréquence de la maladie dans la population générale, de la gravité de la maladie, de la curabilité de la maladie, de l'efficacité du traitement. Ce ne sera pas la même chose si le traitement est efficace ou s'il n'y a pas de traitement, des risques liés au traitement. Traiter la trypanosomia, c'est pas la même chose que traiter la bilharziose. Des coûts globaux, humains et financiers du test, mais également des coûts humains et financiers du traitement, et puis encore une fois des objectifs de votre test, dépistage ou diagnostic. C'est en fonction de tous ces éléments que vous serez amené à choisir tel ou tel test, plus ou moins sensible, plus ou moins spécifique, appliqué en parallèle avec un autre ou en série avec un autre. A-t-on atteint objectif 4 ? Et donc on attaque maintenant l'essentiel du propos. C'est maintenant que commence ma présentation. Comprendre le lien entre le théorème de Bayes et la signification statistique. C'est pas vous, mais moi. Nous allons faire le parallèle entre ce que l'on vient de voir et ce que l'on avait vu il y a 2 ans. Le choix du seuil d'un test diagnostic, on vient de le voir, il faut déterminer le seuil de façon à avoir le moins de faux négatifs possible et le moins de faux positifs possible et trouver une balance, un compromis raisonnable entre les deux. C'est bien cela ? Nos problèmes sont les faux négatifs et les faux positifs. Trouver un compromis entre les deux, c'est le rôle du choix d'un seuil diagnostic. On a vu qu'on pouvait s'aider de la courbe ROC comme outil décisionnel, mais pas seulement. Le choix du seuil alpha, maintenant, d'un test statistique. Le risque alpha, c'est quoi ? Vous vous souvenez que le monde de la biologie, le monde du vivant est caractérisé par la variabilité. Nous sommes tous différents entre les individus, et un même individu est différent de lui-même d'un instant à l'autre. Donc il y a une variabilité interindividuelle plus une variabilité intra-individuelle. Cette variabilité génère du hasard. Ce hasard pourra faire que, en comparant deux choses, probabilité que le test soit positif si le sujet est malade, c'est bien la sensibilité. En termes statistiques, s'il existe une différence, une certaine différence d'une valeur delta entre les moyennes ou les proportions des deux populations, et que la probabilité que l'étude mette en évidence une différence statistiquement significative alors qu'il existe une différence, c'est quoi ? C'est la puissance, c'est donc 1 moins bêta. D'accord ? Bien, la question qu'on se pose devant tout ça, dans quelle proportion de l'ensemble des études qui donnent des p-values significatives, l'hypothèse nulle est-elle vraie ? L'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas de différence. Vous êtes dans la littérature, vous faites la bibliographie, vous avez 2000 études, 500 montrent des p-values significatives, voire beaucoup plus, parce que généralement les publications sont acceptées que quand on observe des effets significatifs. Et de fait, on se pose la question, quelle est la proportion de ces études dont les p-values sont réellement significatives, données avec inférieur à 0,05, mais qui en fait correspondent à des hypothèses nulles vraies, c'est-à-dire pour lesquelles il n'y avait pas de différence significative vraie dans la réalité. Donc, autrement posé, si un résultat est statistiquement significatif, un seul résultat, quelle est la probabilité qu'en fait l'hypothèse nulle soit vraie ? Quelle est la probabilité
qu'en fait, la réalité soit qu'il n'y a pas de différence. Le test est significatif, vous le publiez, et de fait, derrière, il n'y a pas de différence significative. Bien, le théorème de Bayes nous permet de calculer cette probabilité. Exemple, on va étudier, on aurait pu prendre l'exemple des antipaludiques, on va le prendre tout à l'heure si on a un peu de temps, un médicament antihypertenseur. Pour évaluer l'efficacité d'un médicament antihypertenseur, on va mesurer la pression artérielle systolique, la mesurer en millimètres de mercure, et considérer qu'il faut un delta d'au moins 10 mm de mercure pour considérer qu'il y a un effet. On va choisir nos effectifs de façon à obtenir une puissance de 80%, ça se calcule à l'avance, avant le début de l'étude, et on va prendre un risque alpha de 0,05, donc de 5%. Donc une puissance à 80%, assez traditionnelle, assez classique, et un risque alpha de 5%. Si un nouveau médicament antihypertenseur génère une baisse significative, donc de plus de 10 mm de mercure de la pression artérielle systolique, il y a deux possibilités. Une baisse significative, j'entends. Il y a deux possibilités. Ou bien le médicament est réellement un antihypertenseur, donc c'est bon, on a mesuré une différence significative qui correspond à un réel antihypertenseur, parfait. Ou bien, c'est que ce médicament n'est pas un antihypertenseur et que le résultat significatif est le fait du hasard. Même en dessous de 5%, on est bien d'accord. Et donc la question posée, quelle est la probabilité de ces deux possibilités? Quelle est la probabilité devant un résultat significatif que le médicament soit un vrai antihypertenseur ou un vrai antipaludique, ou ne le soit pas? Eh bien ça on peut le calculer. On va prendre 3 cas de figure. Premier cas de figure, on choisit l'antihypertenseur que l'on va tester dans une famille plutôt instable, avec une faible affinité sur les récepteurs de la tension artérielle, avec une probabilité a priori de 10%. Que signifie la probabilité a priori? Ça veut dire que dans cette classe chimique de molécules, les experts, la bibliographie, la littérature vous permet d'estimer que vous avez 10% de chance que votre produit appartienne à une famille d'antihypertenseurs. Et on peut appliquer la même chose aux antipaludiques. On trouve une molécule dans la famille avec un noyau cyclique et qui correspond un peu à celui de la quinine, de la méfloquine. On se dit, on a une molécule qui appartient à peu près à cette même famille. On a un certain pourcentage de chance, de probabilité, donc, que cette molécule appartienne à un antipaludique ou à un antihypertenseur ici dans l'exemple. Cette probabilité a priori, elle correspond à quoi en termes prédictifs de tout à l'heure? À notre taux de prévalence. Et on obtient, de la même façon qu'on avait fait la simulation par calcul empirique, vous vous souvenez? Ici on met 1000, notre taux de prévalence 10%, 10% de 1000 ça fait 100, la soustraction, il est efficace. Ça veut dire quoi efficace? Quelle est la probabilité qu'il soit efficace? Qu'il soit significatif s'il est efficace, c'est ce qu'on appelle la puissance. On sait qu'on a 80% de puissance. 80% de 100, ça fait 80, donc 80 et 20. Et ici, c'est bien la probabilité que le test soit, la différence soit non significative alors qu'il y a une efficacité, c'est bien le risque alpha, 5%, on applique notre risque alpha ici, 5%. Donc on reconstitue notre tableau, comme on l'avait fait tout à l'heure pour les valeurs prédictives, et du coup, on peut se mettre dans cette position-là, et regarder le résultat de ce côté-ci, puisqu'encore une fois, cette répartition a été faite spontanément par la probabilité a priori. En regardant le résultat de ce côté-ci, il nous dit quoi? Il nous donne la probabilité que le test soit efficace lorsque la différence est significative. Vous avez une différence significative, une p-value inférieure à 5%. Quelle est la probabilité qu'il soit efficace? C'est 80 sur 125. C'est-à-dire 64% de chance que, devant un résultat significatif, le produit soit réellement efficace. Dans ce contexte, d'une molécule antihypertensive qui appartient à une famille instable et de faible affinité. Maintenant, deuxième catégorie de médicaments, vous choisissez dans d'une famille chimique avec une bonne affinité, très stable, et qui bloque bien les bons récepteurs. Donc a priori,
en probabilité a priori, 80% de chances que cette molécule appartienne à la famille des antihypertenseurs. Par exemple, vous allez choisir un antipaludique parmi ceux collectés à travers des études anthropologiques auprès des médecins traditionnels et tradipraticiens, dont l'empirisme des siècles, séculaires voire millénaires, nous a permis de penser que c'était de bonnes molécules antipaludiques. Donc vous avez une probabilité plutôt forte, plutôt élevée, que ces molécules soient efficaces. Probabilité a priori 80%. Vous reconstituez votre tableau. 80% c'est le taux de prévalence. Vous appliquez la puissance de 80%, le risque alpha de 5%, et vous calculez que la probabilité que la molécule soit vraiment efficace alors que le test est significatif, la différence est significative, est maintenant de 640 sur 650, ce qui est bien plus intéressant, 98,30% de chance que la molécule soit réellement efficace. Et enfin, dernier cas de figure, le plus mauvais, ce qu'ont fait les Américains après-guerre pour sélectionner de nouveaux antipaludiques, screening de 350 000 molécules, d'abord chez les souris puis ensuite in vitro, qui aboutit je crois à 5 molécules, dont 2 que l'on connaît, la mefloquine et la lofentrine. Ils n'ont rien sélectionné, ils ont simplement pris au hasard dans des banques chimiques, sans se préoccuper de savoir s'il y avait une chance que la molécule soit active ou pas. Probabilité a priori 1%, et encore on est confortable, ça peut être beaucoup moins. Si on applique 1%, on obtient ce tableau qui nous dit que la probabilité que la molécule soit efficace alors que le test est significatif n'est que de 14%. Voilà, pour nous résumer, si on a le temps, comparaison entre les deux approches, le test diagnostique et le test statistique, mais toujours dans l'environnement et l'univers de Thomas Bay. Le résultat du test diagnostic s'exprime en positif, négatif, le test statistique en significatif, non significatif. L'objectif d'un test diagnostic, c'est de déterminer si le sujet est malade ou non malade. Le test statistique, c'est de savoir si on retient l'hypothèse nulle ou si on rejette l'hypothèse nulle et donc on accepte l'hypothèse alternative, H1. Les erreurs en termes de diagnostic, ce sont les faux négatifs, faux positifs, et les erreurs du test statistique, ce sont les risques de première et de deuxième espèce, alpha, bêta. Le seuil d'un test diagnostic, c'est le compromis entre les faux négatifs et les faux positifs. Le seuil d'un test statistique, c'est le compromis entre les deux risques, alpha et bêta. La précision d'un test diagnostic, c'est le pourcentage de bien classés. Celui du test statistique, c'est la puissance. L'interprétation se fait, c'est ça l'important, ici en termes de valeurs prédictives, positives, négatives, et ici en termes de probabilité que, devant une différence significative, le produit ait réellement un effet. Que la réalité montre réellement que les choses soient différentes. Et enfin, si vous êtes devant des comparaisons multiples, les tests en série seront appliqués au test diagnostic, et ici, c'est une autre histoire, pour l'année prochaine, c'est la correction de Bonferroni. Voilà, on les retire un par un. Le premier, c'est bon? Le deuxième? Le troisième? Le quatrième? Le cinquième surtout, c'est ça l'objectif? Plus ou moins? Voilà. Je vous recommande ces deux livres, peu de livres sur la logique bayésienne en langue française, beaucoup en langue anglaise, mais quelques rares livres en langue française sont celui-ci, qui est une traduction d'ailleurs d'un livre américain de Motulsky, et celui de nos collègues canadiens, Paul-Marie Bernard et Claude Lapointe. Je vous remercie.